Bonjour à tous, c'est avec plaisir que nous avons pu interviewer le mardi 27 février Madame Yasmine Kando, présidente de l'association d'Endo-France, pour discuter de l'endométriose, une maladie gynécologique, souvent méconnue et mal prise en charge, qui touche pourtant 10% des femmes. Je commence Clémence Urbaniak, je suis actuellement en première. Mazarine Choquet, je suis en première également. D'accord. Moi, c'est Julia Ducation et je suis en terminale. Et moi, c'est Chris et moi, je suis en première aussi. On est membre de la Maison des lycéens, la MDL, qui organise des événements pour les lycéens en général. Je suis Yasmine Kando, je suis présidente de l'association Endo-France. Donc Endo-France, c'est une association qui existe depuis 20 ans maintenant, un peu plus même, et qui a pour mission, 3 missions principales: soutenir, informer, agir. Donc on va soutenir les patientes atteintes d'endométriose et leur entourage, on va informer le public sur la maladie et on va agir à la fois avec les médecins et professionnels de santé et les pouvoirs publics pour améliorer le parcours de soins. Et Endo-France est animé par 120 bénévoles qui sont répartis sur toute la France. Et nous avons eu au 31 décembre 2022 2878 adhérents, ce qui est important parce que ce sont les seules ressources de l'association et ce qui nous permet de la faire fonctionner et ce qui nous permet de mener à bien nos actions de sensibilisation. Et nous avons pour marraine Laetitia Milo et pour parrain Thomas Ramos, qui est un joueur de rugby. Tous les deux sont très investis. Thomas pour porter la voix des conjoints et des conjointes, et Laetitia vraiment pour... elle a été vraiment à nos côtés pour sensibiliser le public aussi. Elle nous a offert des spots qui ont été diffusés à la télévision. Elle a également écrit un livre qui s'appelle « Le bébé, c'est pour quand ?» Et puis, il l'a adapté en un documentaire qui a permis vraiment de donner une voix à toutes celles qui souffraient en silence d'endométriose. Et puis, grâce à elle aussi, on a pu commencer à soutenir la recherche. Et depuis 2016, on a versé près de 310 000 € à différentes équipes médicales qui travaillent sur la recherche endométriose. Voilà. Et on a publié 2 livres. Un livre qui s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose » qu'on a co-rédigé avec des médecins, et un autre qui s'appelle « L'endométriose de Clara », qui est plus destiné à un public jeune, donc de 15 à 25 ans, pour informer sur l'endométriose. C'est basé sur des témoignages réels, et l'idée, c'est vraiment que les jeunes ne considèrent pas cette douleur invalidante comme normale. Voilà. Alors, on va pouvoir commencer l'interview. Tout d'abord, pouvez-vous expliquer en quelques mots ce que c'est l'endométriose? Alors, c'est assez complexe. C'est une maladie complexe. C'est une maladie pour laquelle une personne menstruée sur 10 est diagnostiquée, ce qui représente plusieurs millions de personnes en France. En fait, l'endométriose, ça tire son nom de l'endomètre. L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'utérus et qui, au fil du cycle, chaque mois, va gonfler dans le but d'obtenir de pouvoir abriter un embryon. Et s'il n'y a pas de fécondation, cette muqueuse, elle va se détacher et c'est ce qui va donner les règles. Donc chaque mois, s'il n'y a pas de fécondation, c'est pour ça que vous avez vos règles, puisque la muqueuse ne sert à rien et donc elle se détache. Et en fait, on va parler d'endométriose quand on va retrouver ailleurs qu'à l'intérieur de l'utérus des cellules semblables à cet endomètre qui vont réagir aussi à l'influence hormonale. Ces cellules, elles vont se greffer sur les organes, par exemple derrière l'utérus, sur les ovaires, sur les trompes, mais aussi sur la vessie, sur les intestins, parfois même sur le diaphragme. Et la particularité, c'est que elles vont réagir aussi au cycle hormonal, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on aura nos règles, ces petites lésions, ces petites cellules-là, elles vont se mettre à saigner aussi, et ça va former des lésions sur les organes. Au fil des cycles, ça va former des kystes, des nodules, des adhérences qui vont coller les organes entre eux et qui vont être responsables de l'inflammation, des douleurs et de tous les troubles associés. Et quels sont les symptômes de l'endométriose? Alors, le principal symptôme, c'est la douleur. Mais quand on parle de douleur, c'est vraiment une douleur invalidante qui empêche d'agir dans le quotidien, qui empêche les plus jeunes d'aller au lycée ou au collège, qui empêche les femmes d'aller travailler. C'est vraiment une douleur qui va résister, par exemple, à un simple paracétamol ou
ou un antispasmodique comme le Spasfon. C'est vraiment une douleur clou sur place. Cette douleur, elle ne doit pas être considérée comme normale. Quand un médecin dit c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ses règles, ça peut être vrai. Parce qu'en fait, l'utérus, pour évacuer la muqueuse, pour évacuer les règles, il contracte. Et la contraction utérine, ça fait mal. Mais si ça fait mal et que vous prenez un paracétamol et que ça passe, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Là, on est dans une douleur dite normale. En revanche, si ça résiste au paracétamol, si ça revient chaque mois de plus en plus fort, si ça vous empêche vraiment d'agir dans le quotidien, c'est-à-dire que vous êtes obligé, tellement vous avez mal, d'annuler votre soirée ciné, vous ne pouvez pas aller au lycée, voilà, ça n'est pas normal. C'est le premier symptôme dans 70% des cas. Après, il y a des symptômes associés et les médecins qui connaissent l'endométriose, ils vont questionner. En fonction des localisations des lésions, il peut y avoir, puisque les organes sont abîmés, sont gênés par ces petites lésions qui se sont greffées, il va y avoir d'autres signes. Par exemple, si on a ce qu'on appelle une atteinte digestive, c'est-à-dire de l'endométriose sur le rectum, sur le côlon, sur les intestins en général, ça va créer des troubles intestinaux, une alternance diarrhée-constipation par exemple. Si vous avez de l'endométriose qui vient abîmer la vessie, il va y avoir comme une sensation d'infection urinaire. Mais en fait, quand on fait un examen urinaire, un ECBU, il n'y aura pas de résultat positif, il n'y aura pas de germes, il n'y aura pas de bactéries, parce qu'il n'y a pas de microbes, c'est juste une lésion d'endométriose qui saigne et qui vient irriter la vessie. Et ça va donner, la vessie, elle ne sait que s'exprimer comme ça, elle va faire comme si elle avait une infection urinaire. Mais ça va pas être ça. Donc, il peut y avoir des sensations d'avoir envie de faire pipi tout le temps, des brûlures, des douleurs dans le bas du ventre en faisant pipi. Ça peut être des douleurs quand on va à la selle. Quand on a des rapports sexuels avec une atteinte qu'on appelle d'endométriose profonde, ça peut être très douloureux pendant les rapports sexuels, comme un bleu au fond du vagin sur lequel on vient appuyer, ça fait très très mal. Il peut y avoir une fatigue chronique qui s'installe au fil du temps. Ça, ce sont les symptômes qui peuvent faire penser à une endométriose. À quel âge peut-on diagnostiquer l'endométriose et qui peut le faire? Alors, il n'y a pas d'âge à proprement parler pour diagnostiquer l'endométriose, c'est vraiment en fonction des symptômes. On peut le diagnostiquer dès l'adolescence. C'est un peu plus compliqué parce qu'il y a des formes d'endométriose qui ne se voient pas à l'imagerie médicale. C'est pour ça que rencontrer un médecin qui est formé à l'endométriose, c'est toujours intéressant parce qu'en fonction de l'interrogatoire, quand il va interroger la patiente, il va lui demander tous les signes qu'elle peut avoir, tous les symptômes, et c'est ça qui va lui faire penser à l'endométriose. Généralement, quand un médecin pense à l'endométriose, derrière, on envoie faire une échographie pelvienne, si possible endovaginale, c'est-à-dire qu'on met une sonde dans le vagin pour être au plus près des lésions. Et là, on voit les kystes sur les ovaires, on voit si l'utérus il est déformé ou pas, on voit des épaississements des ligaments, etc. Et s'il y a un kyste à l'ovaire, généralement, on va demander une IRM parce que l'IRM, elle va pouvoir montrer les lésions profondes d'endométriose. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une lésion profonde d'endométriose? C'est une lésion qui va infiltrer les organes, ça veut dire qu'elle va rentrer, par exemple, dans le rectum ou dans la vessie, jusqu'à 5 mm et plus. Et ça, là, c'est de l'endométriose profonde qui va vraiment très bien se voir à l'IRM. En revanche, quand l'endométriose, elle se pose juste sur un organe mais qu'elle ne rentre pas dedans, bah ça, l'IRM, c'est pas le meilleur outil pour la détecter. Donc, le mieux, c'est quand même l'échographie dans un premier temps, et c'est d'ailleurs ce que recommande la Haute Autorité de Santé. Donc, un médecin qui connaît la maladie, qui, en fonction des symptômes, va pouvoir dire, tiens, je pense que c'est l'endométriose. Un radiologue qui est formé à l'endométriose, c'est ça qui va permettre de poser le diagnostic. Et ça peut être à 18-20 ans, ça peut être à 30 ans, ça dépend de comment les symptômes sont invalidants sur le quotidien pour amener une personne à consulter. Est-ce que c'est génétique? Ah, c'est une bonne question. On n'en sait rien. On sait qu'il y a probablement, aujourd'hui on ne connaît pas bien les causes de l'endométriose, on sait qu'il y a probablement
une cause génétique, mais pas seulement. Et il y a plusieurs gènes impliqués et aujourd'hui, on ne sait pas encore dire vraiment lesquels. Je vais vous donner un exemple. On a cofinancé une étude qui, qui parle de l'hérédité. Alors, ça va un petit peu plus loin que ta question. Est-ce que c'est une maladie héréditaire ou pas? En fait, on a pris des familles où toutes les filles de la famille avaient de l'endométriose. Donc, la grand-mère, la mère, la sœur de la mère, les filles, toutes, voilà, on les a toutes interrogées et puis on a toutes fait des prises de sang à ces femmes-là pour rechercher justement des marqueurs génétiques communs. Et on a fait ça pour 6 familles où toutes les femmes étaient atteintes d'endométriose. Et sur les 6 familles, on a retrouvé des gènes communs, donc un problème génétique, seulement chez 4 familles. Ça veut dire qu'il y a 2 familles où toutes les filles ont de l'endométriose, mais il n'y a aucun gène commun entre elles. Donc voilà, aujourd'hui on en est là dans l'état des recherches, et c'est pour ça encore qu'aujourd'hui on ne sait pas dire exactement d'où vient l'endométriose. Est-ce qu'il existe un traitement? Alors, il n'y a pas de traitement curatif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne sait pas, comme quand on a une angine, on va chez le médecin, il nous donne des antibiotiques, on arrête cette angine. Aujourd'hui on ne sait pas faire ça avec l'endométriose. Tout ce qu'on sait faire, c'est éviter la prolifération de la maladie et surtout prendre en charge la douleur. Et c'est pas évident du tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Tout à l'heure, je vous ai expliqué que les petites lésions d'endométriose, chaque mois, au moment du cycle, quand on a nos règles, elles vont saigner aussi. Et c'est ça qui, cycle après cycle, va former les kystes, etc. Et qui va générer de l'inflammation et donc des douleurs. Donc, ce qui est important, ce que les médecins ont dit, c'est qu'il faut empêcher ces petites lésions de saigner. Et comment les empêcher de saigner? Puisqu'elles saignent au moment des règles, il faut empêcher d'avoir les règles. Donc, aujourd'hui, le traitement de base de l'endométriose, c'est ce qu'on appelle la mise en aménorrhée. Aménorrhée, absence de règles. Ça ne veut surtout pas dire ménopause. Attention, c'est 2 choses différentes. Donc là, tout ce qu'on fait, c'est avec une pilule que l'on prend en continu, c'est-à-dire sans arrêt. On n'a pas ses règles et on évite comme ça aux lésions qui sont dans le ventre de saigner elles aussi. Le problème, c'est qu'il y a autant de formes d'endométriose que de femmes et qu'il n'y a pas une pilule qui fonctionne pour tout le monde. Tout le problème, il va être de trouver la bonne pilule pour la bonne personne. Il va falloir parfois en essayer plusieurs. Mais quand on arrive à trouver, ça permet de stabiliser la maladie, de stabiliser les douleurs. Puis bien sûr, à côté, il faut un traitement pour les douleurs qui sont importantes, qui gênent sur le quotidien. Donc généralement, les femmes qui ont de l'endométriose, elles vont être orientées vers le gynéco qui va essayer de trouver la bonne pilule qui lui va bien pour stopper les règles et éviter que la maladie se développe. Il va l'envoyer vers un médecin de la douleur qu'on appelle un algologue ou un centre antidouleur qui va essayer de trouver le meilleur moyen de stopper aussi les douleurs qui peuvent devenir chroniques et donc être compliquées. Et puis à côté de ça, il y a tout un tas de techniques comme la kiné, l'ostéo, etc. qui peuvent aider. Quand les traitements ne fonctionnent pas, quand on n'arrive pas à trouver la pilule qui va stopper les règles, qui va stopper les douleurs, il y a la chirurgie. La chirurgie est aussi un traitement de l'endométriose, mais là encore une fois, il faut qu'elle soit réalisée par un chirurgien qui connaisse vraiment la maladie parce que ce sont des chirurgies très compliquées et parfois qui ont des conséquences très, très handicapantes, puisque certaines femmes se retrouvent à porter une stomie. Ce qu'on appelle une stomie, c'est une poche pour recueillir les selles sur le ventre, le temps que leur intestin cicatrise. Certaines vont devoir se sonder parce qu'elles n'arrivent plus à faire pipi toutes seules. Donc, on met une sonde pour pouvoir faire pipi. Pardon. Et donc, c'est une chirurgie qui est vraiment complexe et qu'il faut, il faut s'adresser à un chirurgien qui connaisse vraiment bien la maladie. Et ma foi, voilà, on va jongler comme ça tout au long de la vie pour trouver des solutions pour empêcher l'endométriose de se développer. Mais on ne peut pas dire, ça y est, je prends ma pilule, je suis tranquille. On peut être tranquille pendant 2, 3, 4, 5, 6 ans. Et puis parfois, chez certaines femmes, au bout d'un moment, la pilule ne fait plus effet. Donc il va falloir changer, retrouver un autre dosage qui ira mieux. Ou alors, effectivement, opérer quand la maladie s'est trop développée. Comment peut-on limiter les douleurs?
Alors, limiter les douleurs, c'est très compliqué. Il n'y a pas de recette miracle. Ça dépend vraiment de chacune. Euh, Quand la douleur est très, très importante, il faut vraiment voir un médecin de la douleur, comme je le disais tout à l'heure, et puis trouver toutes les techniques en médecine complémentaire qui vont pouvoir nous aider. Faire du sport adapté, parce que ça va développer des endorphines, et les endorphines, c'est la morphine naturelle qu'on a dans le corps. Faire de la relaxation, par exemple, pour apprendre à gérer les douleurs, pour ne pas se laisser submerger par elles. Donc, ça peut être de la sophrologie, de l'hypnose, des choses comme ça. Faire des massages avec un kiné qui est formé en kinésie viscérale, ça c'est très important aussi parce que ça va venir redonner de la mobilité aux organes, puisque avec l'endométriose, tous les organes sont figés dans le ventre. Ça aussi, ça fait mal. C'est à cause des adhérences, hein, ça fait que les organes se collent entre eux. Et après, ça fait mal. Donc, il va venir libérer tout ça. Et puis, l'ostéopathie aussi. Et puis, ça peut être l'acupuncture, faire des cures thermales. Enfin, tout ça, ça va venir en complément du traitement médical ou chirurgical, aider à gérer les douleurs. L'endométriose peut-elle nous empêcher d'exercer certains métiers? Ben oui, parce que, alors là encore une fois, ça dépend vraiment de où se situent les lésions d'endométriose, mais on sait que rester très longtemps debout ou porter des charges lourdes, c'est compliqué. Conduire longtemps, ça peut être compliqué parce que le mouvement qu'on fait avec les jambes pour appuyer sur les pédales, ça vient réveiller certaines douleurs. Donc, par exemple, des métiers de commercial où il faut prendre sa voiture et traverser tout le département pour aller voir des clients, ça peut être compliqué. Des métiers, par exemple, quand on travaille dans un magasin pour porter des cartons, pour aller mettre des choses en rayon, ça peut être compliqué. Des métiers où on est debout tout le temps, même moi je connaissais une jeune femme qui était préparatrice en pharmacie, et le fait de piétiner toute la journée, d'être debout pour servir les clients, pour aller ranger les médicaments, etc., ça la fatiguait énormément et surtout ça redéclenchait ses douleurs. Donc voilà, il y a des métiers comme ça qui sont compliqués et parfois même rester assise toute une journée, ça peut faire mal. Est-ce que l'endométriose rend infertile? Alors, ça aussi c'est une bonne question. Endométriose ne rime pas avec infertilité. On sait que environ 30 à 40% des femmes vont avoir des problèmes de fertilité, mais que ces 30 à 40%, elles vont réussir quand même, soit après une chirurgie, soit après l'assistance médicale à la procréation, donc ce qu'on appelle les inséminations artificielles ou les fécondations in vitro, elles vont pouvoir, dans 60% des cas, tomber enceintes. Mais ça veut dire quand même qu'il y en aura 3 ou 4 sur 10 qui n'auront pas d'enfants, effectivement. Mais la majorité y arrive très bien. Est-ce que ça peut causer des fausses couches? Oui, effectivement, jusqu'à maintenant, on pensait que non, mais il y a l'INSERM qui a fait des recherches, des études et qui prouvent qu'aujourd'hui, l'endométriose ou l'adénomiose, c'est un petit peu la cousine de l'endométriose, c'est-à-dire que c'est le même processus de la maladie, mais ça reste à l'intérieur du muscle utérin. Ça ne sort pas du muscle utérin. Donc ça peut provoquer aussi des fausses couches ou des accouchements prématurés. Est-ce que l'endométriose pose des problèmes pendant la grossesse? Alors, a priori non. La majorité des femmes qui réussissent à être enceintes avec l'endométriose disent qu'elles sont tranquilles pendant ce moment-là. C'est normal puisque la grossesse, c'est une mise en aménorrhée naturelle. On n'a plus de règles. Donc les lésions ne sont plus nourries. Mais dès qu'on accouche, avec le retour de couche, la maladie se réveille. Mais pendant la grossesse, ça se passe plutôt bien. En revanche, on peut avoir quand même des douleurs ligamentaires, des douleurs qui sont dues au fait que l'utérus, par exemple, il est collé contre les intestins ou collé contre la vessie, et au fur et à mesure, à cause des adhérences de l'endométriose, et au fur et à mesure du développement de la maladie, du développement de l'utérus, l'utérus va quand même se décoller pour reprendre une forme normale, et du coup, ça peut tirer sur les adhérences, et ça peut faire très mal aussi. Mais globalement, ça se passe plutôt bien. Jusqu'à quel âge on peut souffrir de l'endométriose? Alors, l'endométriose, c'est une maladie qui débute avec les règles. C'est une maladie des règles, on ne sait pas trop dire pourquoi encore. Et du coup, ça va se terminer avec la fin des règles, donc
à la ménopause. Généralement, après la ménopause, les lésions, il n'y a plus d'hormones dans le corps, donc les lésions, elles vont finir par diminuer, s'assécher. Donc, c'est pas dès qu'on est en ménopause que ça s'arrête, c'est quelques temps après. Et ce qu'on sait quand même aujourd'hui, c'est qu'il existe 3 à 5% de cas de récidive, on appelle ça une récidive, c'est-à-dire le fait que la maladie revienne après la ménopause, et on ne sait pas dire pourquoi. Mais dans la majorité, à la ménopause, ça va mieux. On aurait voulu savoir comment on peut aider votre association. Alors, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle la sensibilisation. C'est vraiment ce que je viens de faire là aujourd'hui en vous expliquant ce qu'était l'endométriose et en donnant des signaux d'alerte qui doivent faire penser à l'endométriose et ne pas considérer que c'est normal. Donc, vous pouvez nous aider, par exemple, en organisant des séances de sensibilisation et en invitant nos bénévoles à venir parler devant la classe entière pour expliquer la maladie. On a des petits films, des petits témoignages, etc. Vous pouvez, par exemple, nous demander une affiche à mettre dans l'infirmerie. On a une affiche qui dit « Non, on n'est pas trop jeune pour avoir de l'endométriose », avec le personnage de Clara, le personnage de notre petite bébé. C'est vraiment la sensibilisation qui va aider. Et je pense que les infirmières scolaires, elles voient toute une jeune fille arriver au moment de ses règles pliée en deux. Dans la mesure où il y en a 1 sur 10 qui est concernée, bah forcément, vous avez autour de vous une copine qui a de l'endométriose. Donc, voilà, mettre ce genre d'affiche à l'infirmerie. Ça peut être aussi demander à l'établissement d'acheter 1 ou 2 exemplaires de la BD L'endométriose de Clara pour le CDI, de façon à ce que les jeunes filles puissent s'informer. Pas seulement les jeunes filles d'ailleurs. Moi, j'ai fait beaucoup de sensibilisation où les garçons aussi posaient beaucoup de questions, étaient très investis. Certains parce qu'ils avaient une grande sœur ou une maman qui avait de l'endométriose, donc ils étaient un petit peu au courant de la maladie et ils avaient beaucoup de questions sur le sujet. Donc c'est vraiment en passant par la sensibilisation que l'on peut aider les choses. Et puis après, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent nous aider en faisant un don. Alors, il n'y a aucune obligation en la matière, bien évidemment, mais c'est vrai que nous, tous les dons que l'on reçoit, ils sont reversés à la recherche, comme je vous le disais au début. Et par exemple, ils organisent des ventes de pain au chocolat, des choses comme ça, et l'argent est reversé à l'association. Ça, ce sont des choses qui peuvent nous aider. Mais en fait, nous aider, c'est vraiment nous aider sur la sensibilisation, donc en mettant nos affiches, et puis tout simplement en parlant autour de vous, c'est-à-dire que voilà, si vous voyez une jeune fille qui souffre maintenant, ça nous aidera, nous aussi, de l'aider à aller vers un diagnostic, donc de lui dire contacte l'association Endo-France, ils vont t'orienter vers un bon médecin, etc. Qu'est-ce qui vous a poussé personnellement justement à créer cette association? Vous avez présenté ce rôle, mais voilà, comment vous est venue cette idée de vous lancer comme ça et d'aider les gens? Alors, c'est souvent la réponse, elle est, elle est évidente, c'est que je souffre moi-même d'endométriose. J'ai commencé à souffrir quand j'avais 16 ans. Il a fallu que j'attende, c'est vrai que ça, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est une maladie, il faut 7 ans pour poser le diagnostic. Ça veut dire 7 ans de souffrance avant qu'un médecin n'arrive à trouver que c'est de l'endométriose. Pourquoi? Parce que d'abord, on a trop longtemps tendance à dire que souffrir pendant les règles, c'est normal. Donc, même les médecins finissaient par dire « mais c'est normal ». Et puis, parce que les médecins n'étaient pas vraiment formés à cette maladie, à détecter cette maladie. Et puis aussi, à leur grande décharge, c'est que c'est une maladie qui revêt plusieurs symptômes. Il y a plusieurs symptômes. Et si on ne met pas les choses dans l'ordre en disant c'est quand elle a ses règles qu'elle souffre comme ça, on ne trouve pas. Donc moi, pendant 7 ans, j'ai vu des urologues, des gastro-entérologues, des gynécos, des médecins généralistes qui tous se renvoyaient un peu la balle en me disant non, on ne sait pas ce que vous avez, on ne trouve rien. Voilà. Et un jour, j'ai rencontré un autre médecin, donc 7 ans après, qui m'a dit mais tout ce que vous me racontez, c'est de l'endométriose. Et là, ça a été le soulagement pour moi, mais aussi le début du cauchemar, parce que qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a ça, quoi. Voilà. Mais du coup, j'ai tellement galéré quand j'étais jeune avec cette maladie que je ne veux pas aujourd'hui que les jeunes filles comme vous souffrent autant et mettent 7 ans à être diagnostiquées, à avoir une prise en charge efficace pour ne plus souffrir. Et c'est toutes les bénévoles d'Endo-France, je vous ai dit tout à l'heure qu'on était 120 bénévoles.
Dans nos 120 bénévoles, il y en a 90% qui sont atteintes d'endométriose et qui s'engagent sur le terrain pour mener des actions de sensibilisation, répondre aux questions des femmes, etc. Et puis les autres, ce sont des conjoints ou des mamans qui viennent aider parce que voilà, ils ont leur femme ou leur fille qui sont atteintes et qui ont envie aussi de mettre leur aide au service des autres. Est-ce que vous pensez que l'endométriose aurait été mieux prise en charge, qu'il y aurait plus de recherche si ça avait été une maladie d'homme? C'est fort probable. C'est fort probable. Je vais vous raconter une anecdote à ce sujet. Donc, l'association a été créée en 2001. À partir de 2003, on a commencé à solliciter les pouvoirs publics pour leur dire il faut vraiment faire quelque chose. Les médecins ne sont pas formés. Il faut qu'il y ait des centres dédiés à la prise en charge de l'endométriose, etc. Il faut communiquer sur cette maladie. Donc, 2003. 2019, enfin, on a l'autorisation de rencontrer un ministre. C'était Agnès Buzyn, à l'époque, qui était ministre de la Santé. Et dans cette réunion, il y avait un chercheur à l'INSERM, justement, et il lui a dit « Madame Buzyn, je vous ai envoyé une demande de financement pour faire des recherches sur la prostate. Vous m'avez envoyé 200 000 €. Je vous ai fait une demande de financement pour l'endométriose, maladie qui touche une femme sur 10. Vous ne m'avez pas répondu. » Voilà. Donc là, elle a pris conscience du problème et effectivement qu'il était temps d'agir pour la santé des femmes. Aujourd'hui, on va dire que c'est entre guillemets presque gagné, puisque en janvier 2022, Emmanuel Macron, le président de la République, a annoncé une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, ce qui fait que l'endométriose devient un enjeu de santé publique. Il était temps. On est vraiment ravis de ça. Maintenant, on est en train de suivre la mise en œuvre de la stratégie, parce qu'il ne faut pas qu'elle soit enterrée. Donc, on espère que ça va continuer à avancer. Mais voilà, aujourd'hui, 20 ans après la création de l'association, on peut dire qu'enfin, il se passe quelque chose pour l'endométriose. Merci beaucoup pour toutes les actions que vous menez, justement, pour ce combat depuis 20 ans. Hein. Je pense qu'on a pu découvrir par rapport, enfin, les recherches qu'on a faites pour faire les questions, hein, tout le combat que vous menez pour l'endométriose et comment ça peut être important, justement, pour l'ensemble des jeunes filles et des femmes. Voilà, nous vous remercions beaucoup pour nous avoir accordé du temps pour cette interview. Merci. Merci à vous. Merci de vous intéresser à ce sujet surtout. Parfait. Merci beaucoup. C'est une très belle action et félicitations pour ça. Pour en savoir plus, nous vous conseillons d'aller sur le site d'EndoFrance et de lire la BD L'endométriose de Clara aux éditions Duno Graphique.